Richard Blackstone tenait le smartphone brisé comme un trophée, le brandissant au milieu du bureau panoramique au 47e étage. La lumière des fenêtres du sol au plafond se reflétait sur l'écran cassé, faisant briller les éclats de verre comme les vestiges d'une bataille perdue. Son sourire arrogant remplissait la pièce, un regard que les cadres autour de la table connaissaient trop bien. « Regardez ça !» se vantait-il en secouant l'appareil. 3 000 $ perdus en un rien de temps. Je parie que même les génies en informatique ne peuvent pas ressusciter cette merveille. Les cadres se regardèrent, certains forçant un rire poli, d'autres fixant leur dossier pour éviter la confrontation. Le silence devint lourd. Dans un coin de la pièce, presque invisible, un garçon de 16 ans empilait des dossiers éparpillés sur le sol. David Santos, fils de Concesso, le nettoyeur de bureau, était là uniquement pour aider sa mère pendant les vacances scolaires. Sa présence ne semblait intéresser personne, jusqu'à ce que Richard lui lève soudainement un doigt. « Toi » David se figea. « Ta mère dit toujours que tu es un petit Einstein, non ?» continua Richard, savourant chaque mot comme s'il montait une scène. « Eh bien, montre-nous ton génie. Viens réparer ça. » Les cadres retinrent leur souffle collectivement. Personne n'osait s'interposer entre le PDG et ses cruelles expérimentations sociales. Dans le couloir, Conceição, qui avait été silencieusement en train d'essuyer des surfaces, s'arrêta soudainement. Son estomac se contracta. Elle reconnut cette voix, ce ton. Elle savait ce qui allait suivre. David s'avança, ses baskets usées glissant sur le marbre italien. Son visage resta neutre, mais ses yeux brillaient d'une sagesse précoce nourrie par des années d'observation des humiliations silencieuses que sa mère endurait. Richard plaça le smartphone devant lui. « Si vous pouvez réparer mon téléphone, déclara-t-il de façon dramatique, je vous donnerai ma villa à Beverly Hills. Je le jure sur ma fortune. Mais si vous échouez, et vous échouerez, votre mère pourra arrêter de raconter des histoires à son fils prodigue. » Un murmure parcourut la pièce. C'était trop, même pour lui. David prit une respiration et d'une voix étonnamment posée répondit « Avant de commencer, monsieur, je veux votre confirmation, devant tous ces témoins. La villa sera à nous si je répare votre téléphone tout de suite. Correct ?» Richard éclata de rire. « Mon Dieu, quelle audace! Bien sûr, mon garçon, devant tout le monde ici. » Il pensait que David bluffait. Il ne savait rien de ce adolescent qui construisait des ordinateurs à partir de pièces de récupération, qui réparait des radios pour le quartier, qui avait secrètement appris l'électronique pour aider sa famille après que son père ait perdu son emploi. David examinait le smartphone comme un chirurgien examinant un patient ouvert. Ses doigts calleux glissaient avec une précision étonnante sur les circuits exposés. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un talent brut. C'était des années d'expérience. « Les circuits principaux semblent intacts, » murmura-t-il pour lui-même. « Le vrai problème se trouve ailleurs. » Richard ricana. « Tu vois ça ?» appela-t-il les cadres. « Le fils de la femme de ménage va nous donner une leçon de technologie. » Un rire nerveux éclata, mais David resta concentré. Conceição regardait depuis le couloir, ses mains tremblantes, retenant ses larmes. Il connaissait ce regard. Le même qu'il avait eu quand, à 12 ans, il avait construit une radio entièrement fonctionnelle à partir de déchets électroniques. Le même qu'il avait eu quand, à 14 ans, il avait découvert un système de notation truqué dans son lycée. David repéra le problème en quelques secondes. Une batterie déplacée, un câble ruban débranché, une oxydation en surface. Un technicien expérimenté l'aurait su. Richard, quant à lui, préférait croire que son téléphone était irréparable, un symbole parfait pour humilier un adolescent. David travaillait méthodiquement. « Encore une minute !» annonça-t-il sans lever les yeux. Richard s'appuya contre la vitre. « Tu sais combien cette association coûte ?» dit-il à voix haute, ignorant la présence de Conceição et son écoute. « Sa mère gagne plus ici que n'importe quelle femme de ménage. C'est grâce à ma générosité. » Les responsables savaient que c'était un mensonge. Elle gagnait le salaire minimum, travaillant 12 heures par jour. David serra les dents, mais continua à travailler tranquillement.
30 secondes. Richard a failli chanter, excité par l'humiliation imminente. Quel dommage! Un rêve brisé. Juste à ce moment, le bureau est devenu silencieux. Un son faible mais clair remplissait l'air. Ding! L'écran de l'iPhone s'est illuminé. Le logo Apple est apparu, brillant comme une gifle silencieuse dans le visage de l'arrogance de Richard. Le téléphone fonctionnait parfaitement. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Richard pâlit. Les yeux des cadres s'élargirent. Jennifer Walsh, la directrice des ressources humaines, porta une main à sa bouche. David tenait calmement le téléphone réparé. « Voici votre appareil, monsieur. » Richard se précipita pour le récupérer. Eh bien, évidemment, il était juste plat. « Rien d'impressionnant, » bafouilla-t-il. Jennifer se leva d'un bond. « Monsieur Blackstone, ce téléphone était détruit. Nous avons tous vu l'état. »« Jennifer, tu ne connais rien à l'électronique, » grogna-t-il, sa voix perdant de sa confiance habituelle. David resta silencieux un instant, puis dit calmement « Tu te souviens de ta promesse ?» Richard ouvrit la bouche, mais David sortit son propre téléphone. « J'ai tout enregistré. » Le sang se vida du visage de Richard. « De ta promesse, à ce que tu as dit à propos de ma mère. » Tout. Les cadres échangèrent des regards paniqués. Dans le couloir, Concession serra la poitrine. David ajouta, parfaitement calme, « Et mon père, c'est Miguel Santos, l'avocat spécialisé dans la discrimination au travail, celui qui a fait tomber Petrocorp l'année dernière. » Cette phrase fit frissonner toute la pièce. David venait de retourner la situation. Et ce n'était que le début. Le silence dans le bureau était devenu presque tangible, une lourde épaisseur que personne n'osait percer. Richard Blackstone, encore pâle, fixait l'écran lumineux de son smartphone comme si la technologie elle-même venait de le trahir. David rangea calmement son propre téléphone, l'appareil contenant l'enregistrement qui avait coincé le PDG. Sa sérénité contrastait fortement avec la panique subtile mais palpable qui saisissait les cadres. Concessant, encore dans le couloir, réalisa que son fils venait d'allumer une mèche qui ne serait pas facilement éteinte. « Écoute-moi, gamin !» commença Richard, essayant de reprendre le contrôle. Mais David l'interrompit doucement, pas de manière agressive, sans hausser la voix. « Monsieur Blackstone, je veux comprendre quelque chose. Vous saviez que ce téléphone pouvait être réparé, n'est-ce pas ?» Richard fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» David fit un pas vers la table, son regard fixe mais inébranlable. « Vous vouliez juste m'humilier, et humilier ma mère. » Les cadres se tendirent. Certains détournaient déjà le regard, sentant la vérité piquer. Richard ricana, mais son rire manquait de force. « Ne sois pas dramatique. C'était une blague, une façon de tester ton courage. » David secoua lentement la tête. « Une blague ? Devant des témoins, avec une promesse, un pari sur la maison, des remarques humiliantes sur ma mère. Ce n'est pas une blague, c'est un engagement. » Le PDG ouvrit la bouche pour répondre, mais Jennifer Walsh, la directrice des ressources humaines, prit la parole fermement. « Monsieur Blackstone, nous avons tous entendu la promesse. Ce n'était pas une blague. » Richard se tourna vers elle, furieux. « Jennifer, ce n'est pas à toi de... » « En tant que responsable des ressources humaines, interrompit-elle, je suis obligé de signaler tout comportement discriminatoire, et ce que nous venons de voir dépasse tout ce que j'ai jamais vu. » Un autre cadre, Michael Stevens, le vice-président des finances, ajouta avec une hésitation palpable, « Monsieur, vous avez dit « je jure sur ma fortune ». Ce n'est pas le genre de phrase qu'on utilise en plaisantant. » Richard sentit les murs se refermer. David, quant à lui, resta étonnamment calme. « Vous savez, monsieur Blackstone, pendant que vous parliez, quelque chose m'est venu à l'esprit. » Il fit une pause. « Comment se fait-il qu'un homme à la tête de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays n'ait même pas pu diagnostiquer un téléphone qu'un technicien novice aurait pu réparer ?» Une lame invisible traversa la pièce. Les cadres déglutirent difficilement. David s'avança de nouveau avec une expression presque douce sur le visage.
Peut-être que vous n'avez jamais appris. Peut-être que vous n'avez jamais eu besoin d'apprendre. Peut-être avez-vous toujours pensé que des gens comme ma mère n'avaient rien à vous offrir. Concessant porta une main à sa bouche. La voir parler ainsi, calmement, avec une clarté presque adulte, brisa et guérit à la fois son cœur. Richard força un sourire. « Ce que tu dis n'a aucun sens. Et ta menace d'enregistrer ne fait impression sur personne. Tu crois pouvoir m'intimider ?» David cligna une fois des yeux, puis il lâcha la bombe. « Mon père, c'est Miguel Santos. » Le silence se vida. Un cadre laissa involontairement tomber son stylo. « Miguel Santos » murmura Jennifer, comme si le nom appartenait à une légende. « L'avocat qui a fait condamner Petrocorp l'année dernière ?» David hocha la tête. « Oui, celui-là. » Un frisson parcourut la pièce. Richard tenta de se ressaisir, mais son visage trahissait une panique croissante. « Votre père ne me fait pas peur, je suis... » « Vous êtes un employeur qui vient de faire une promesse publique et discriminatoire devant des témoins. » David parla comme un avocat, comme quelqu'un qui avait grandi dans l'ombre de la justice. « Vous avez humilié ma mère, utilisé vos employés comme public pour une humiliation raciale, fait une offre écrite sur un enregistrement, et maintenant vous essayez de revenir sur votre parole. » Les cadres regardaient un adolescent de 16 ans démanteler un titan de l'industrie avec plus de contrôle qu'un PDG lors d'une réunion avec des investisseurs. « Ce n'est pas une menace, » poursuivit David, « c'est un fait, et un homme de parole n'a rien à craindre. » Richard se figea. David ajouta, sa voix presque amicale, « D'ailleurs, mon père travaille déjà sur quelque chose de très intéressant. Concernant les pratiques internes de votre entreprise. » Le sang quitta le visage de Richard. Il comprenait. Il comprenait que cet adolescent n'était pas simplement brillant. Il n'était pas seulement courageux. Il n'était pas seulement doué. Il était préparé. Il était stratégique. Il n'était pas venu au bureau ce jour-là par hasard. Michael Stevens prit la parole. « Monsieur, peut-être devrions-nous discuter de la situation, en privé. » « Non, » répondit doucement David. « Tout le monde ici a entendu la promesse. La conversation doit rester ici. » Richard frappa du poing sur la table. « Je ne vous dois rien. » David leva les yeux. « Vous m'avez donné votre parole. Et j'ai la preuve. Le transfert de propriété peut être organisé. 15 jours. Ce sera suffisant. » Richard était sur le point d'exploser. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer, pas devant les témoins, pas sous enregistrement, pas devant le fils d'un avocat redouté. Il serra les dents. 15 jours. David sourit. Parfait. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour Richard, le sourire d'un garçon qui venait de renverser un empire de mépris. Concessant entra enfin dans le bureau, son chiffon serré dans une main tremblante. Richard baissa les yeux. Pour la première fois en 15 ans, il n'osa pas la regarder en face. David posa une main sur l'épaule de sa mère. « On a fini ici. » Et ensemble, ils quittèrent le bureau, laissant derrière eux un PDG brisé, des cadres silencieux et l'ombre d'une chute qui venait tout juste de commencer. 3 jours après cette confrontation explosive, Richard Blackstone se réveilla avec une conviction absurde. Il pouvait encore gagner. Il avait passé la nuit à faire les 100 pas dans sa chambre immense, imaginant toutes sortes de scénarios pour défaire sa promesse, retourner le cas contre David, ou écraser la famille Santos une bonne fois pour toutes. Il se regarda dans le miroir, força un sourire et murmura pour lui-même « Je suis Richard Blackstone. Personne ne m'attrapera. Personne. » Et avec cette arrogance pathologique qu'il avait inconsciemment détruit il y a longtemps, il monta dans sa Mercedes cabriolet et se dirigea vers le cabinet d'avocat le plus cher de la ville. Dans la voiture, il appelait déjà son avocat personnel. « Thompson, écoute, j'ai besoin d'annuler un contrat verbal conclu sous la contrainte. » « Oui, sous la contrainte. Un mineur m'a piégé avec un enregistrement illégal. Je veux constituer un dossier pour extorsion. Et je veux... » Mais ce qu'il ne savait pas,
c'est qu'à cet instant précis, de l'autre côté de la ville, une tempête se préparait, et il n'en était pas le centre, mais plutôt sa victime. Pendant ce temps, dans la salle de rédaction du plus grand journal de la ville, Miguel Santos, calme, précis, méthodique, étalait 15 ans de documents pour la journaliste d'investigation Clara Mendoza. Dossiers, courriels, transcriptions, copies de plaintes internes qui n'avaient jamais été traitées, et surtout, des notes prises par Conceição pendant plus de 15 longues années. Jennifer Walsh, également présente, confirma d'une voix basse mais ferme « Oui, j'ai reçu des instructions directes pour maintenir certains employés en position subalterne. Oui, il y avait des quotas invisibles. Et oui, les employés noirs et latinos étaient systématiquement moins payés. » Michael Stevens ajouta très pâle « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons analysé les salaires sur 15 ans. Les écarts varient de 30% à 40%. Je peux en témoigner. » Clara Mendoza ferma son carnet. « Madame Santos, comment avez-vous obtenu autant d'informations ?» Conceição répondit simplement « Parce que pendant 15 ans, je n'étais pas invisible. J'écoutais, je me souvenais, et j'attendais le bon moment. » La journaliste sourit doucement. « Et ce moment, c'est maintenant. » À cet instant précis, Richard arriva à son bureau chez Blackstone Industries, convaincu qu'il avait toujours la situation en main. « Je veux que vous prépariez une plainte contre Miguel Santos pour diffamation et extorsion, » cria-t-il à son service juridique. Puis, se tournant vers son assistant, « et licencier Conceição Santos immédiatement. » Mais avant que l'assistant ne puisse répondre, la porte s'ouvrit en grand. « Monsieur Blackstone !»« Quoi encore ?» grogna Richard. « Il y a un journaliste de la chaîne 7 en bas. Elle dit qu'elle possède des documents internes de l'entreprise. Elle est avec des membres de votre équipe. »« Quoi ?» Richard se précipita vers la porte en verre. Et là, il vit la camionnette de la presse, les caméras, la foule. Son souffle se bloque dans sa gorge. Le téléphone sonna. C'était Thompson, son avocat. « Richard !» Sa voix tremblait. Ce n'était pas un bon signe. Vous ne m'avez pas dit que Miguel Santos était le Miguel Santos, celui qui a battu Petrocorp, celui qui enseigne à Columbia, celui qui a mis 3 multinationales à genoux en 1 an. Et alors, grogna Richard, alors, il vient de déposer une plainte collective pour discrimination raciale et salariale au nom de tous vos employés noirs et latinos des 15 dernières années. Richard, écoute-moi, tu vas perdre, et ça va être énorme. Un bruit métallique accompagna la chute du téléphone de Richard au sol. À ce moment précis, David, Miguel et Conceição entraient calmement dans le bâtiment de Blackstone Industries, pas comme des employés, pas comme des personnes invisibles, mais comme les gens finissent par voir, entendre et respecter enfin. Un huissier les accompagna, des documents à la main. Lorsque le trio entra dans le bureau panoramique, Richard se leva d'un saut. Pâle comme un fantôme, David s'assit. Miguel s'assit. Conceição resta debout, droit comme un piquet. David sourit poliment. « Monsieur Blackstone, nous sommes venus pour le manoir. » Richard explosa. « C'était une blague entre un enfant et moi. Vous ne pouvez pas voler ma maison. » Miguel posa calmement un dossier sur la table. Ce n'était pas une blague, c'était une promesse publique, enregistrée, répétée et témoignée. Et la loi reconnaît ce type d'engagement, surtout si... Il ouvrit le dossier. La personne en question a également tenu des propos discriminatoires, offensants et humiliants envers un employé présent dans la pièce. Richard suffoquait. Il fixait Miguel comme si l'avocat avait des griffes. De plus, poursuivit Miguel, avant de parler du manoir, parlons du reste. 15 ans de discrimination. Des courriels signés par vous. Les instructions verbales rapportées par plusieurs témoins. Discrépances salariales documentées. Il a déposé un autre dossier, puis un 3e. Ensuite, un 4e. Richard devenait translucide.
David murmura. Le manoir n'était que le début. La voix de Concessant, douce mais ferme, brisa enfin le silence. Pendant 15 ans, j'ai nettoyé vos bureaux. J'ai tout entendu, tout ce qui n'aurait pas dû être dit. J'étais traité comme un meuble, ignoré, invisible. Elle fit un pas vers lui. Mais tu as oublié que les meubles ont des oreilles. Richard s'affaissa dans son fauteuil. Le huissier s'avança et plaça l'enveloppe officielle devant lui. Citation à comparaître. Procès collectif. Dommages estimés. 340 millions de dollars. David prit la parole une dernière fois. Monsieur Blackstone, vous m'avez dit que ma mère devait rester à sa place. Il fit un geste vers la pile de documents juridiques. Aujourd'hui, c'est la vôtre. Alors que la famille Santos quittait le bâtiment, la foule dehors les applaudissait comme des héros méconnus. Richard, quant à lui, resta seul, assis dans son bureau, regardant son empire s'effondrer pierre par pierre, erreur par erreur, humiliation par humiliation.